Salut à tous, bienvenue dans notre émission sur motorstv.com, le débriefing F1 avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. C'est moi, salut Patrick, bonjour à tous. On avait quitté Jean-Luc un peu chafouin, rappelez-vous, la semaine dernière au terme du Grand Prix de Malaisie. Cette fois-ci, c'est un Jean-Luc heureux, non? Ah, c'est un Jean-Luc vraiment fou de joie parce qu'on a assisté à du sport automobile. Donc c'est la preuve déjà que c'est possible en Formule 1. Et puis dès qu'on lâche la bride sur le cou des pilotes, eh bien on assiste à ça. Alors on va analyser tout ça, on va comprendre tout ça. Bien sûr, il y a eu le safety car, mais pas seulement. Heureusement que Mercedes ne pratique pas, allez j'ose, la politique de Ferrari il y a quelques années et qu'on laisse les deux pilotes se battre. Et pourvu que ce soit comme ça jusqu'au terme de cette Ah oui, saison. là, Voilà. franchement, ce Grand Prix, il a été somptueux d'abord parce qu'il y a eu des attaques dans tous les sens. On va bien sûr revenir sur cette bagarre incroyable entre Hamilton et Rosberg. Rosberg qui part en pole, qui a la pole enfin, alors qu'il y en avait eu deux pour Hamilton depuis le début de la saison, et qui n'a pas concrétisé ça par une victoire. Il a vraiment subi un petit peu les attaques de son équipier. Franchement, il fallait avoir le corps bien accroché quand même sur le petit muret des stands de Mercedes. Alors, il fallait du courage et ils en ont eu du côté de chez Toto Wolff, de Niki Lauda, etc. Et ça, encore une fois, on leur rend hommage, on leur rend grâce. Bon, tu me diras quelque part, est-ce que c'est pas normal de laisser ces deux pilotes se battre? Bon, la clé de la course, maintenant, c'est de partir devant. Ça paraît bête à dire, mais il faut le répéter. Or là, le départ, tu l'avais dit, la pole était à Rosberg, mais Hamilton avait pris un meilleur départ, donc c'était imposé. Après, on a vu tout de suite que, heureusement, l'écart entre les deux pilotes restait réduit avant même la neutralisation, avec pourtant des stratégies pneumatiques différentes. On était parti, on l'a compris, sur deux arrêts, et à un moment, on donne les ordres, on dit à Nico, on passe sur l'autre stratégie, qui était donc de rester un petit peu plus longtemps, c'est toujours un peu complexe, sur le premier train de pneumatique, pour monter un deuxième qui était un pneumatique médium, plus dur. Et garder les meilleurs voilà, pour la fin. Voilà, et essayer de les emmener au bout de cette manière-là pour avoir effectivement les softs sur le dernier relais. Alors, c'est toujours un petit peu complexe à comprendre dans le vif du sujet, mais on avait bien compris qu'on ne mettait pas non plus ces deux œufs dans le même panier au cas où chez Mercedes. Alors, évidemment, le safety car et l'accident a causé une neutralisation et un nouveau restart. Oui, avec une nouvelle bagarre incroyable sur la fin. Incroyable, mais je précise déjà une chose, et ça, il faudra y rester vigilant. L'avance des Mercedes est considérable. En 10 tours à peine, on termine je l'avais à noté. 24 secondes. Ouais, c'est dire qu'on est vraiment, il y a deux courses. Ah oui. Il y a les Mercedes et les autres. Complètement. Voilà. Ça fait un petit peu illusion en essai. On a les écarts. Bon, allez, quand je dis que ça fait illusion, ça fait sur un tour. Remarque, c'est le dixième. Sur 10 tours, ça fait beaucoup. C'est vrai. Non, vraiment, on n'est pas dans la même catégorie. Mercedes a remarquablement travaillé. Et là, on sait aussi qu'il y a des discussions au niveau du règlement, de la réglementation technique. Ils ont mieux travaillé que les autres. Et l'ensemble des moteurs Mercedes et des écuries motorisées par Mercedes, il n'y a qu'à prendre les résultats. Donc, sont là, ils sont présents. Donc, c'est vrai que c'est un problème, mais pour les autres. Et là, Mercedes a raison de dire, alors qu'il y a eu des grandes discussions, on va dire, Jean Todt était présent, le président de la FIA, Bernie Ecclestone, qui l'a ouvert une bonne fois en disant c'est inadmissible, on ne peut pas continuer comme ça. Luca Cordero di Montezemolo était là. Bref, on a beaucoup discuté également dans le paddock de la Formule 1 sur l'avenir de la Formule 1, l'avenir immédiat et les retouches que l'on pourrait apporter au règlement, notamment technique, pour que la Formule 1 soit spectaculaire. Il y a une retouche très simple, je l'avais déjà dit ici même il y a une semaine, on arrête de parler aux oreilles des pilotes et on les laisse faire le boulot et on a des belles courses. Et voilà. Ça s'est vu encore une fois. Ce qui était enthousiasmant, c'est le fait, tu l'as dit, qu'on leur a laissé la bride sur le coup. C'est le fait aussi, et ça, on va voir jusqu'à quand ça va durer, mais pour l'instant, on jubile et on apprécie, c'est ce côté gamin espiègle. Quand ils sortent de la voiture, ils se tapent, ils vont se chercher. Forcément, il y en a un des deux qui est plus heureux que l'autre, c'est évident. Mais on n'en est pas encore à se balancer des petites phrases, on n'est pas encore à se chercher. Sur la piste, ça a été mais de toute beauté, avec parfois les roues qui vont pas loin l'une de l'autre, mais on ne se touche pas, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins et ils sont restés gamins. Moi, c'est ça qui m'a plu aussi sur ce Grand Prix. C'est clair que de toute manière, quand on a deux pilotes de ce calibre qui se connaissent depuis l'adolescence également, donc il faut bien le savoir, ils se connaissent parfaitement bien, ils se sont affrontés avec différentes armes à toutes époques, donc ils gardent pour le moment cette bonne mentalité. Espérons que ça continuera, parce qu'on a vu dans le passé des ambiances se détériorer. En tout cas, pour le moment, et tu as raison, ce côté
côté juvénile, presque enthousiaste, est absolument formidable. Maintenant, je comprends aussi, il ne faut pas être naïf, non qu'il puisse y avoir, on leur a d'ailleurs dit très clairement lors de la neutralisation, à chacun, dans les mêmes termes, les gars, vous nous emmenez les deux voitures au terme de la course. C'est-à-dire que le seul impératif qu'ils avaient, c'était de ne pas s'accrocher et de ne pas s'auto-éliminer. Et c'est vrai qu'il y a parfois, c'est passé très très proche, très très près, et c'est ça qui fait le talent de ces pilotes qui sont vraiment des pilotes d'exception. Et c'est ça qui fait le spectacle aussi, même si on aurait aimé, parce que là je mets un petit bémol quand même rapide, avant d'aborder la suite, sur la réalisation de ce Grand Prix. Pour une fois, il aurait peut-être mieux valu de temps en temps aller chercher dans les 3 ou 4 derniers tours, quand il y avait moins d'une seconde entre les deux premiers. D'habitude, on reproche à la Real de rester sur les premiers, là il fallait y aller, parce que la bagarre entre Bottas et Massa, franchement, à 3 tours de la fin, bon, j'aurais presque dire qu'on en avait un petit peu rien à faire. C'est vrai que c'était un peu bizarre. C'était un peu surprenant, même si ce Grand Prix nous l'a montré aussi. Et la hiérarchie de la F1 nous l'a montré aussi. C'est ça qui est intéressant aussi, au-delà des Mercedes, Jean-Luc, c'est qu'il y a une vraie hiérarchie des voitures, ce qui fait qu'on se retrouve deux, ou presque. On a vu des bagarres Inter-Red Bull, Inter-Force India, Inter-Williams, et je ne dis pas Inter-Ferrari, mais pas loin. Oui, bien évidemment. De toute manière, sur un circuit comme celui-là, de surcroît qui a été très utilisé pour les séances d'essai pendant l'hiver, les écuries et les pilotes ont des références. Donc effectivement, j'allais dire que c'est un circuit relativement test dans tous les sens du terme. D'ailleurs, il y a des tests qui vont s'effectuer demain et après-demain sur ce tracé, parce que ça permet justement d'avoir une véritable hiérarchie des valeurs. C'est un circuit qui est assez complet. Donc, il y a effectivement de la vitesse de pointe avec des zones de DRS, il y a de l'accélération, il y a de la motricité, il y a de l'appui aérodynamique, il y a des enchaînements, il y a des gros freinages. Donc, il est assez complet. Et à ce titre-là, comme tu le soulignes, et sur ces circuits de cette nature-là, eh bien, on retrouve des duels. Et là aussi, moi, je voudrais ouvrir la porte suivante, c'est dire que justement, inter-écurie, eh bien, il n'y a pas eu de consigne. On a vu les pilotes chez Force India en découdre de manière courageuse. On l'a vu chez Williams, on l'a vu évidemment chez Red Bull, avec un résultat auquel on ne s'attendait pas forcément. On l'a vu, bref, à tous les niveaux. Et c'est ça qui était vraiment plaisant dans ce Grand Prix. Exactement. Là, cette fois-ci, on a carrément demandé à Vettel de laisser passer Ricciardo. Quand même, plus ou moins. On lui a fait comprendre qu'il était un peu plus lent. Il avait des problèmes. Il n'a pas été épargné non plus. Non, il a eu des problèmes manifestement de délivrance de l'énergie. Alors, c'est toujours très complexe, c'est toujours très compliqué et difficile de l'extérieur d'identifier la nature de ces problèmes. Ce qui est clair, c'est que sa machine n'était pas très rapide en ligne droite. D'ailleurs, les mesures le démontrent. D'une manière générale, les écuries équipées et motorisées par Renault sont moins rapides que les autres, même si on décharge en aéro, parce qu'on sait évidemment l'astuce pour gagner la vitesse de pointe, c'est d'enlever de l'appui aérodynamique. Mais dans ce cas-là, évidemment, on perd de l'appui dans les virages. Par définition, c'est fait pour ça. Et donc, on dégrade les pneumatiques plus rapidement. Voilà. Force India, on fait le bilan Mercedes. Force India qui va placer Sergio Pérez sur la 3e marche du podium. Premier podium depuis Giancarlo Fisichella. C'était au Grand Prix de Belgique 2009. On a vu la joie également de cette équipe et la joie de Sergio Pérez qui effectivement s'est battu aussi face avec Hülkenberg et qui a bien joué. On l'avait vu l'an dernier, rappelez-vous, se battre avec Jenson Button. Manifestement, il aime bien se tracer, Pérez. Oui, il aime bien se tracer et puis il a du talent. Bon, je crois qu'à un moment, c'est plus un problème peut-être comportemental qu'il a chassé de chez McLaren ou qui a fait qu'ils ne l'ont pas gardé, et l'opportunité effectivement d'acquérir cette nouvelle petite merveille. Mais je crois que Pérez, là, il a démontré son talent, il a démontré sa constance aussi, parce que quand même, un restart comme ça à 10 tours de l'arrivée, c'est toujours très difficile à gérer, notamment pour de jeunes pilotes. Et donc, il a dominé son équipier, qui n'est pas n'importe qui est Nico Hülkenberg, auquel exactement Sauber, d'ailleurs, il est 3e au classement général provisoire du championnat, c'est te dire, auquel chez Sauber, Monica ne cache pas le fait qu'elle aurait aimé le garder. Voilà. Bien sûr. En tout cas, on se rappelle aussi, tu parlais tout à l'heure que ça a été le circuit des essais hivernaux, Bahreïn. Eh bien, Pérez, il a été parmi les pilotes qui ont signé les meilleurs chronos sur ce circuit sur une journée. Et sur l'ensemble des essais hivernaux, c'était un certain Felipe Massa que l'on retrouve aussi dans les points. Cette fois-ci devant Bottas, je dirais presque à la régulière. En revanche,
Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas trop attendu pour s'arrêter? Parce que est-ce que les Williams ne valaient pas la place de Pérez? Moi, c'est la question que je peux te poser. Alors c'est très possible, oui, effectivement. Là, on n'a pas toutes les contraintes effectivement à bord des véhicules. On n'a pas exactement l'état du carburant à ce moment-là, même si on nous donne des indications assez régulières également sur les écrans. C'est vrai, on aurait pu effectivement modifier un petit peu la stratégie. On est manifestement du niveau de Force India et ce sont des équipes qui maintenant se positionnent vraiment, on va dire, derrière Mercedes et peut-être même devant McLaren. D'ailleurs, McLaren le dit, là, on a essuyé une déconvenue, c'est clair. On pensait qu'on était bien parce qu'on était parti en début de saison sur des schémas formidables. On a été peut-être un peu trop vite en besogne également en disant « Ah, ça y est, c'est l'effet Ron Dennis, c'est l'effet Eric Boulier ». Bien sûr qu'il y a un effet qui joue, il y a une réorganisation, c'est une évidence, mais pas à des échelles de temps aussi réduites. Ce sont des transformations qui vont porter leurs fruits, mais c'est vrai que clairement pour le moment, il y a d'autres équipes comme Force India et comme Williams, motorisées par Mercedes, qui sont dans ce coup. Bien sûr, voilà, parce que là, c'est autant vous dire qu'il n'y a que Red Bull qui arrive à se sortir un petit peu de cette nasse et de les positionner ces voitures au milieu des moteurs Mercedes. On l'a évoqué tout à l'heure, Jean-Luc, avec un très bon Ricciardo qui n'a aucun complexe vis-à-vis de Sébastien Vettel. Quand il se sent plus rapide, il essaye de passer, il y va, et de temps en temps, on dit à Vettel, écoute, comme aujourd'hui, tu es un petit peu... il a des problèmes techniques. Là, malheureusement, depuis le début de la saison, on a bien compris que ces problèmes s'acharnaient un petit peu sur Vettel, à la différence des autres années. Et moi, j'y vois pas honnêtement de malignité de la part de l'écurie. Je crois que c'est, bon, ok, on peut jouer avec ça et dire, avant c'était Weber, maintenant c'est Vettel. Non, je crois que si l'écurie avait les moyens de mettre les deux pilotes, Vettel n'a pas de chance pour le moment. Il a des petits problèmes techniques qui le handicapent parce qu'il n'a pas perdu son talent ni son sens de l'attaque. Mais c'est un hommage à Ricciardo qui lui exploite superbement bien. D'ailleurs, les compliments s'accumulent concernant Ricciardo. Il a relevé le gant, et là aussi, il aurait dû être plus souvent sur le podium s'il ne l'a pas été. C'est pour des raisons réglementaires en Australie et techniques en Malaisie. Donc, en tout cas, il avait 3 places sur le podium assurées. Celle-là, il en était pas loin, on va dire. Mercedes en profite pendant ce temps-là, que ce soit l'écurie ou surtout l'écurie, avec Toto Wolff, Niki Lauda, avec Padillo. On profite, on engrange les points. Un constructeur en ce début de saison, parce qu'on sait bien que du côté de Red Bull en particulier, voire de Ferrari peut-être, on va réagir et que quand les grands prix européens vont commencer, quand même, je dirais, la pause estivale, cette deuxième partie très longue maintenant après la pause estivale va commencer, il y aura une réaction d'orgueil technique de la part de Red Bull en particulier. Donc pour l'instant, on assure, on a, comme tu le disais tout à l'heure, une belle marge d'avance, ça s'est vu dans ce Grand Prix encore. Je crois que le problème, Mercedes domine, écrase, Mercedes Grand Prix 111 points à l'issue de ce 3e Grand Prix de la saison, 44 pour Force India, c'est presque le tiers seulement, et puis derrière McLaren 43 qui n'a pas bougé, Red Bull Renault 35, Ferrari 33, et j'allais mettre un coup de projecteur justement sur Ferrari pour dire, quand on a vu le visage, effectivement, il y a presque pas de la résignation, il n'y en aura jamais chez Ferrari, mais il y a de la consternation de se dire mais qu'est-ce qu'on est loin, on est totalement devancé par les équipes motorisées par Mercedes, on ne peut rien faire. Là, les deux pilotes se sont battus comme des chiens, mais ils sont tellement loin du compte. Alors il faut espérer pour tout le monde et pour l'intérêt de la Formule 1 que là aussi Ferrari dans un premier temps remonte et surtout Renault. Je sais qu'on travaille évidemment énormément à Viry-Châtillon, mais on le dit, on est clairement la 3e motorisation du plateau et là ça ne peut pas durer longtemps. Et d'ailleurs ça ne durera pas longtemps parce que Red Bull commence à s'irriter au plus haut niveau. Alors, Ferrari, tu en parlais, Montezemolo était le seul qui a déclaré s'être ennuyé dans ce Grand Prix. Alors c'est vrai que si on ne regarde que ces deux voitures, parce que il a eu raison de s'ennuyer pour ces voitures, voilà. Évidemment. C'est ça. Sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que, encore une fois, on pourrait presque dire que Ferrari retombe un petit peu dans ses travers. On a revu complètement la soufflerie l'année dernière, on a tout remis, on a essayé de tout remettre en place. Il n'empêche que cette voiture, encore une fois, elle n'est pas bien née. Je ne sais pas où est le mal, parce que c'est un ensemble, comme on dit. On ne peut pas isoler un problème. Bon, le moteur n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas très mauvais non plus. On ignore totalement en termes de consommation où ils se positionnent, mais on peut clairement déduire que s'ils ne vont pas plus vite, c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont limités par la consommation? Est-ce que c'est parce que le KERS, les deux KERS ne régénèrent pas l'énergie comme ils devraient? Est-ce que c'est le châssis qui n'est pas à la hauteur? De toute manière, en Formule 1 maintenant, c'est un ensemble qui est totalement intégré et
je crois que les équipes elles-mêmes ont du mal à identifier. Un mot des Français, juste pour terminer. Romain Grosjean dit, bon, il termine encore en dehors des points. Il termine, c'est bien, mais 12e, très très loin, etc. Donc là, on va faire des séances d'essai aussi à Bahreïn après ce Grand Prix. Moi, j'ai toujours dit qu'avant l'arrivée en Europe, à mon sens, on ne reverra pas les Lotus. Donc il y a une accumulation de problèmes et on ne sait pas d'où ils viennent. En fait, déjà, le groupe propulseur, le Power Unit Renault est inférieur aux autres. Donc les équipes qui en sont pourvues, eh bien, sont moins bien que les autres, malheureusement, d'une manière générale. Voilà. Maldonado, qui a été je dirais pas un des acteurs de ce Grand Prix. Bon, enfin, quand même, Jean-Éric Vergne ne partira pas en vacances avec lui, d'après les déclarations qu'il a pu faire. Jean-Éric. Et puis, c'est quand même lui, et Gutiérrez non plus, puisque c'est vraiment lui là, qui crée cette neutralisation. Écoute, il est rugueux, on le sait bien, il est rugueux en piste. Là, je ne crois pas que ce soit une manœuvre volontaire. En plus, il sortait des stands. Est-ce que ses freins se sont refroidis? Est-ce que les pneumatiques n'étaient pas tout à fait en température? En tout cas, il s'est loupé. Manifestement, et il va éperonner le pauvre Gutiérrez qui est en train de négocier son virage normalement. En tout cas, c'est spectaculaire. On voit que les Formule 1 de 2014 sont parfaitement solides. Bon, le choc n'était pas très rapide, je dirais, mais enfin, on part en tonneau quand même. Heureusement, le pilote se récupère. Bon, oui, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il va prendre, à mon avis, 92 places de pénalité sur la grille de départ. Alors, il a déjà pris des secondes de pénalité. Est-ce qu'il peut être le premier pilote à être victime de la nouvelle licence à points? Il va falloir lui enlever ses 12 points. On ne va pas lui enlever les 12 d'un coup, je pense, mais ils vont lui en enlever beaucoup, le maximum, à mon avis, les 3 points probablement. Et donc, effectivement, il va être sous surveillance et sous regard. Là, il le mérite. Là, pour le coup, moi qui m'insurge d'habitude souvent contre les pénalités lourdes infligées aux pilotes pour 3 fois rien, là, pour le coup, oui, il fait une grosse bêtise et ça peut coûter très cher aux autres. Donc, effectivement, oui, il mérite une pénalité, c'est clair. Eh bien, voilà, c'est sur ces paroles qu'on va quitter ce débriefing. Merci Jean-Luc. On rappelle que le prochain Grand Prix, ce sera le Grand Prix de Chine. Alors peut-être encore avec un visage complètement différent. Le circuit nous rappelle un peu plus celui de la Malaisie plutôt que Bahreïn. Donc on verra ce que cela va donner. N'oubliez pas non plus que Laurent-Frédéric Vollet, lui, il rentre du Portugal où il y avait la 4e manche de championnat WRC et on se retrouvera dans un petit débriefing WRC également. Salut à tous. Merci Jean-Luc. De rien, avec plaisir. Espérons qu'on aura un aussi beau Grand Prix. Oui, voilà, c'est tout. Ça c'est clair. Salut.